Cette série contient des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Toutes sont réelles et parfois choquantes. Ce programme s'adresse à un public averti. Londres, Paris, Varsovie, Berlin. Difficile d'imaginer que ces majestueuses capitales furent autrefois l'épicentre d'une guerre. En septembre 1939, alors que sont tirées les premières salves du second conflit mondial, personne n'imagine l'ampleur de la catastrophe à venir. Dans cet épisode, nous découvrirons l'irrésistible ascension d'Adolf Hitler jusqu'à l'invasion de la Pologne et la défaite de la France. Des villes assiégées, des populations entières fuyant la guerre totale. C'est surtout à travers ce qu'ils voyaient, plutôt que parce qu'ils lisaient dans les journaux ou entendaient à la radio, que les gens ont compris l'ampleur du désastre. Revivez cette histoire à travers les images d'actualité, les archives et les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Nous avons entendu le vrombissement des avions et le crépitement des mitraillettes. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Bienvenue dans 39-45, les grandes batailles. « 30 janvier 1933. L'Allemagne et son économie peinent toujours à se remettre d'une défaite aussi désastreuse qu'humiliante à l'issue de la Grande Guerre 15 ans auparavant. Hitler et le parti nazi promettent de restaurer cette grandeur perdue. L'Allemagne est mise sous tutelle par le traité de Versailles. Elle a perdu 1/7 de sa population. Hitler promet de lui rendre sa grandeur passée. Mais pour Hitler, le retour de la prospérité n'est pas un but en soi. Son véritable objectif est de bâtir un empire. Le 2 août 1934, Hitler prend le titre de Führer, devenant le maître incontesté de l'Allemagne. Mars 1939. Le Führer met en œuvre ses visions impérialistes. Hitler envahit la Tchécoslovaquie dont il a déjà annexé une région, les Sudètes, un an plus tôt. Et sa prochaine cible est la Pologne. Hitler sait qu'il ne peut pas gagner la guerre s'il doit se battre sur deux fronts en même temps. Il décide donc de nouer un pacte provisoire. 23 août 1939. Allemands et Soviétiques signent un pacte de non-agression. Les deux nations s'engagent à ne pas se faire la guerre. Mais le pacte contient également un plan prévoyant de diviser la Pologne entre les deux pays. Hitler est prêt à lancer l'invasion. Il ne lui reste qu'une chose à faire, convaincre son peuple qu'il est temps d'entrer en guerre. Des millions d'Allemands avaient combattu pendant le premier conflit mondial. La guerre, ils savaient ce que c'était. Mais d'un autre côté, il s'agissait de la Pologne. Les relations entre les deux pays étaient extrêmement tendues depuis la fin de la guerre. Les Allemands étaient de plus en plus anti-polonais. Et les Polonais de plus en plus anti-allemands. Si bien que les Allemands n'étaient pas opposés à l'idée d'envahir la Pologne. 1er septembre 1939. L'armée allemande, la Wehrmacht, marche sur la Pologne, sans la moindre déclaration de guerre préalable.
Les unités d'infanterie mobile et les divisions blindées foncent vers la frontière. Alors que dans le ciel, la Luftwaffe se dirige vers ses premières cibles. En entendant le vrombissement des avions, tout le monde a levé les yeux avec la même réaction. Ce doit être nos appareils. Mais quand les appareils se sont rapprochés, ils ont commencé à nous mitrailler. Je me suis mis à courir. Je n'avais jamais couru aussi vite de toute ma vie. Se sachant mal équipé pour une longue guerre d'usure, Hitler mise tout sur la technologie militaire moderne. Et une nouvelle tactique des plus redoutables. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word. Blitzkrieg. Quand la guerre a commencé, les tanks et les avions sont devenus incroyablement rapides, sophistiqués et mortels. Alors que les troupes blindées allemandes filent à travers la campagne, l'armée polonaise ne peut rien face à la puissance et à la vitesse de la Blitzkrieg. La tactique des Allemands est devenue claire. Au lieu d'avancer sur un large front, ils envoyaient les Stuka à l'avant-garde, qui faisaient pleuvoir un déluge de feu sur un corridor étroit, et dans lequel ils envoyaient ensuite les Panzers. Les Polonais aux abois supplient les Britanniques de leur venir en aide. Le Premier ministre Neville Chamberlain a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter une guerre avec l'Allemagne. Mais l'heure est venue d'honorer les engagements du traité anglo-polonais signé en 1939, par lequel l'Angleterre assurait la Pologne de son assistance en cas d'invasion allemande. Le corps expéditionnaire britannique, le BEF, est envoyé sur la frontière franco-belge. Le 3 septembre à 9 h du matin, Chamberlain adresse un ultimatum à Hitler. Aucune réponse. À 11 h 15, il prononce le discours radiophonique que les Britanniques redoutaient tant. I am speaking to you in the cabinet room, 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now, this country is at war with Germany. Les Britanniques ne repartaient pas en guerre le cœur léger. Mais en même temps, beaucoup de gens sentaient qu'Hitler était un homme dangereux, qu'il fallait arrêter à tout prix. 8 septembre 1939. La Wehrmacht est aux portes de Varsovie, la capitale polonaise. Alors que le vrombissement des bombardiers de la Luftwaffe se fait entendre au loin, les habitants réalisent qu'ils sont pris dans la nasse. Varsovie était encerclée par l'artillerie allemande et les avions nous survolaient en lançant leurs bombes. Les Junkers 88 ont commencé à nous bombarder. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des cratères. Je me suis dit qu'un tel pouvoir dévastateur était horrible. À partir de là, ils ont commencé à nous bombarder quotidiennement. Les forces polonaises assiégées tentent coûte que coûte de défendre la capitale. J'ai regardé la rue. Presque toutes les maisons de chaque côté étaient complètement détruites. J'ai compris que la guerre était là. Les citoyens de la ville essaient tant bien que mal de survivre à l'impitoyable blocus allemand. C'était la famine. Il n'y avait plus d'eau. Les communications étaient interrompues. Et pour une enfant comme moi, l'essentiel était que la guerre s'arrête, quel qu'en soit le vainqueur. Le danger était partout. Nous vivions dans la peur. Après 20 jours d'âpres combats, Varsovie doit se résoudre à une nouvelle réalité, l'occupation allemande. Quand les Allemands sont finalement entrés dans Varsovie, ma vie a changé du tout au tout.
Les événements se bousculent à un rythme incroyable. Alors que l'Europe se relève à peine de la Grande Guerre, l'invasion lancée par Hitler est un cauchemar que personne ne croyait voir se reproduire. Après la chute de la Pologne, le monde a les yeux tournés vers la Grande-Bretagne. Comment réagira-t-elle à l'invasion de son allié? La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Octobre 1939. Il a suffi de 36 jours à l'armée allemande pour vaincre la Pologne. Le monde est sous le choc. Arrogant, well-trained, the Nazis marched through Warsaw's streets. The world was permitted to view this display of military pomp and expected to bow before Germany's might. World War II. Peace-loving Germany showed her hand in the cold-blooded murder of Warsaw. At the Chamber of Deputies in Paris, scenes are tense. Britain and France affirm their determination to reject any German peace offers based on the conquest of Poland. Hitler must go, say they. Les Français et les Britanniques n'avaient pas la moindre idée de ce que leur réservait cette guerre. En conséquence de quoi, dans les premiers mois, ils se sont contentés d'attendre, en se demandant ce qui allait se passer. La situation est tendue. Même si les troupes alliées font face aux Allemands le long de la frontière française, elles ont l'ordre de ne pas ouvrir le feu. On voyait parfaitement les lignes ennemies dans nos jumelles, mais il n'y avait pas la moindre activité sur le front. Pendant plus de 8 mois, les deux camps ne bougent pas. On avait un fusil par camion. Si on était 2 hommes, il y avait un fusil pour tous les deux. Et nous avions des balles. À ça, nous avions 10 balles, cachetées. Et c'était défendu de l'ouvrir, de les ouvrir, de les décacheter. Pour les soldats stationnés sur la ligne de front, c'est une situation frustrante. La vie sous terre, évidemment, est assez pénible. Il y a quand même l'ennui et l'inactivité. Cette période sera bientôt connue sous le nom de drôle de guerre. Pour l'heure, le conflit n'a que peu de répercussions sur la vie civile du pays, qui reste globalement paisible. Durant la drôle de guerre, les gens étaient habités d'un sentiment de sécurité trompeur. Ils se disaient que le pire ne s'était pas encore produit, et qu'il ne se produirait peut-être jamais, que c'était une guerre différente de la précédente, et qu'elle serait beaucoup plus facile. Il y avait d'abord la fatigue, il faut bien dire, du pays après une saignée comme celle de 14-18. Et on ne tenait pas à revoir encore une deuxième guerre. C'était encore un sentiment qui n'était pas propre. On espérait quand même que la guerre n'aurait pas lieu, ou tout au moins que les Allemands n'attaqueraient pas la France. Les Français sont persuadés que les fortifications construites le long de la frontière suffiront à endiguer n'importe quelle attaque allemande. La ligne Maginot, construite à la suite de la Première Guerre, est considérée comme infranchissable. La ligne Maginot est constituée de fortifications en béton qui peuvent supporter des bombardements d'artillerie très violents. Quant aux pièces d'artillerie défensive, elles sont conçues pour surgir des casemates en béton, faire feu, puis s'enfoncer sous terre pour être rechargées. On y a aussi installé des mitrailleuses jumelées, montées ensemble sur le même axe de tir, de manière à ce qu'il suffise de les alimenter en munitions en cas d'attaque allemande. Le mitrailleur français n'a qu'à maintenir la détente appuyée pour que la mitrailleuse tire en continu jusqu'à extermination des assaillants. Dissimulés sous terre, au sein d'un réseau de tunnels parcourus de lignes de chemin de fer électriques, les troupes françaises peuvent se déplacer rapidement.
La garnison stationnée ici se sent invulnérable. Nous avions normalement un sentiment de puissance, de sécurité, presque d'invulnérabilité. Absolument convaincus que nous pourrions les arrêter. Mais la ligne Maginot a un sérieux défaut. La ligne Maginot pose un gros problème. Elle ne couvre pas la frontière belge. Les Allemands pouvaient donc très facilement l'éviter. Elle était conçue pour une guerre très statique, ce qui en faisait une totale aberration. Début mai 1940. Il ne s'est pas passé grand-chose au cours de l'hiver. Mais les événements vont bientôt s'accélérer. Hitler a décidé de passer à l'offensive. Ses armées marchent à travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. L'opération a pour nom de code Fall-Gelb, plan jaune. Le haut commandement a envisagé d'attaquer la France en passant par les plaines belges. Mais il sait que les Alliés s'y attendent. Le général de division, Erich von Manstein, propose donc un plan autrement plus audacieux. Selon lui, il serait inattendu et extrêmement efficace de faire semblant d'envoyer des troupes à travers les plaines belges, comme les Allemands l'ont toujours fait. Pendant ce temps, le gros des troupes, en particulier les tanks et l'aviation, passerait à travers la forêt des Ardennes. Seul problème, la forêt est considérée comme aussi impénétrable que la ligne Maginot. Mais pour d'autres raisons. Terrain accidenté, chemin tortueux et épaisse végétation la rendent quasiment inaccessible aux unités blindées. La stratégie de Manstein est risquée, mais Hitler juge que le jeu en vaut la chandelle. Berlin, printemps 1940. Hitler s'est lancé dans son grand dessein, constituer un vaste empire allemand. La France et ses voisins belges, luxembourgeois et hollandais sont désormais dans sa ligne de mire. Le 10 mai, l'Allemagne lance sa grande offensive. The German war machine strikes again. Without warning, by air, by land and water, the most terrible of all blitzkriegs so far, Nazi forces overrun neutral Holland, Belgium and Luxembourg. Alors que les forces alliées s'attendent à une offensive dans le nord de la Belgique, la Wehrmacht joue son va-tout en suivant le plan de Manstein. Elle doit réaliser l'impossible, traverser l'épaisse forêt des Ardennes en direction du sud-ouest. Une zone laissée quasiment sans protection. Les Allemands savent que leur seul ennemi est la forêt elle-même. Les intrépides unités mobiles se mettent en marche. Le 13 mai, les premiers panzers franchissent la frontière française. Le plan de Manstein est en train de fonctionner. Ils sont sortis de la forêt verdoyante, les motos en tête, bruyantes, brutales et rapides. Ensuite, des voitures, et encore des voitures. Et aussi des transports de troupes remplis de soldats. Quand j'ai vu ça en glissant une tête par ma petite fenêtre du coin de la rue, j'ai eu du mal à y croire. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Les Allemands jettent toutes leurs forces sur la ville de Sedan. Cet objectif crucial est un point de passage vital sur la Meuse. Les Français sont complètement pris par surprise. Une bataille sanglante commence. Sous-équipés, les assiégés résistent pourtant vaillamment. Mais au bout de seulement 2 jours, Sedan est presque intégralement rasé et les Allemands traversent la Meuse. La Wehrmacht peut continuer sa marche vers l'ouest. Les civils français fuient en masse devant l'avancée implacable de la Blitzkrieg.
Avec la forme de guerre très agressive, très ciblée, pratiquée par les Allemands, les populations qui avaient l'habitude d'être relativement épargnées par les hostilités, les réfugiés, les civils, se sont tout à coup retrouvés dans la ligne de mire. Parmi les réfugiés jetés sur les chemins, certains étaient montés sur des vélos pleins à craquer, d'autres sur des charrettes. Alors que je marchais le long de la route, j'ai soudain entendu un avion qui commençait à mitrailler la colonne de réfugiés. C'était assez horrible. Pourquoi un Messerschmitt décide-t-il de mitrailler une route remplie de réfugiés? Par pure et simple cruauté. Quand nous survolions une route à basse altitude, dès qu'une voiture arrivait vers nous, nous laissions nos frontales allumées de manière à ce que le conducteur pense avoir affaire à un autre véhicule arrivant en sens contraire. Et là, on ouvrait le feu. C'était très efficace. Quand ils évoquent les attaques, et surtout les bombardements, les témoins parlent avant tout du bruit terrifiant. C'était un mélange de sons, à commencer par le sifflement des Stuka, qui annonçait les bombardements qui n'allaient pas tarder à venir. J'ai été ébranlé la première fois que j'ai vu des pilotes allemands mitrailler des foules sur les routes françaises. Et ce mitraillage au sol n'était pas seulement l'œuvre des bombardiers, mais aussi des chasseurs 109 et 110. Je me suis jeté dans un fossé sur le bas-côté, recroquevillé, les mains sur la nuque, avec je ne sais combien de corps au-dessus de moi. Pour les Européens qui s'étaient habitués au calme apparent de la drôle de guerre, ces attaques contre des civils étaient particulièrement choquantes. Pendant l'exode, c'est surtout à travers ce qu'ils voyaient, plutôt que parce qu'ils lisaient dans les journaux ou entendaient à la radio, que les gens ont compris l'ampleur du désastre. Je me souviens que la radio française laissait entendre qu'il existait une formidable armée de réserve à l'arrière du flanc gauche de la ligne Maginot, et que les Français allaient contre-attaquer et couper en deux l'avancée des forces allemandes. La réalité est tout autre. C'est la Wehrmacht qui dicte le jeu. Pendant ce temps-là, en Angleterre, le Premier ministre Neville Chamberlain a démissionné le 10 mai. Et c'est l'ancien Premier Lord de l'Amirauté, Winston Churchill, qui le remplace. Il hérite d'une situation qui se dégrade de jour en jour. Alors que les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique sont occupés par les Allemands, le corps expéditionnaire britannique est le dernier rempart des Alliés sur le continent. Sa situation semble désespérée. Les Britanniques sont pris à revers et contraints à une retraite totale. Le mouvement en tenaille des armées allemandes les repousse au nord, vers les côtes françaises. Les forces alliées encerclées battent en retraite vers Dunkerque. Traditionnellement, les Allemands ont toujours fait la guerre en cherchant à provoquer une grande bataille décisive. Le but est d'encercler l'ennemi et d'utiliser l'infanterie et l'artillerie pour l'anéantir. La Wehrmacht parvient à encercler le corps expéditionnaire britannique à Dunkerque. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à pousser son avantage pour détruire l'armée anglaise et obliger la Grande-Bretagne et son empire à sortir de la guerre. Fin mai 1940. À Dunkerque, le désastre est imminent. Des milliers de soldats britanniques, français et belges risquent l'extermination. Alors que les hommes tentent de s'enterrer sur les plages, l'aviation allemande passe à l'attaque.
la Luftwaffe déclenche une pluie de feu sur les Alliés pris au piège. Une défaite totale semble inévitable. Mais alors que la victoire ne semble faire aucun doute, le haut commandement allemand prend l'une des décisions les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Les Panzers qui approchent de Dunkerque reçoivent l'ordre de s'arrêter. Le général Rundstedt, commandant du groupe d'armée C, fait stopper ses chars car il pense que la guerre n'est pas finie, que ce n'est qu'un début, qu'il y a déjà beaucoup de pertes alors qu'ils ne sont pas encore à Paris et qu'il faut donc leur octroyer une pause. Le haut commandement, lui, ne veut pas laisser passer cette chance d'anéantir le corps expéditionnaire britannique. Mais là, Hitler dit « Je suis le chef, c'est moi qui prends la décision ». Or, comme il n'aime pas Halder et le haut commandement, il soutient Rundstedt et ordonne aux Panzers de stopper leur avancée. Mais si les Panzers sont à l'arrêt, la Luftwaffe, elle, continue de bombarder les Alliés. Le port et les plages de Dunkerque subissent un déluge de feu. À chaque heure qui passe, la situation semble un peu plus désespérée. La seule solution est l'évacuation. Mai 1940. La campagne de France est un succès tonitruant pour les Allemands. Le BIF et les troupes alliées sont pris au piège à Dunkerque. Mais pendant ce temps, en Grande-Bretagne, un ambitieux plan de sauvetage est conçu à la hâte. Son nom de code, Opération Dynamo. La manœuvre est dirigée depuis une base militaire secrète sous le château de Douvres par l'amiral Bertram Ramsay. Mais celui-ci est confronté à un gros problème. Les Britanniques ont vite compris qu'il n'était pas possible de faire venir les destroyers jusqu'à la plage pour évacuer les troupes. Ramsay comprend que les hommes ne pourront être évacués que par une armada de petits bateaux. Il demande à tous les propriétaires d'embarcations capables de traverser la Manche de se mettre à disposition des autorités. L'opération est donc fondée sur cet extraordinaire appel aux bonnes volontés de gens ordinaires et sur la réquisition de tous les petits bateaux au mouillage le long des côtes sud-est de la Grande-Bretagne. Des centaines de Britanniques répondent à l'appel. Une armada de bateaux de plaisance, yachts, navires commerciaux et bateaux de pêche est bientôt prête à franchir la Manche. 26 mai 1940. L'opération Dynamo commence. Alors que la Royal Navy et les petits navires arrivent à Dunkerque, la Luftwaffe continue de pilonner les forces alliées au sol. Ils ont recommencé à nous mitrailler alors qu'on courait sur la plage. Je suis tombé en même temps qu'un camarade. Je me suis relevé et je lui ai dit « Viens ». Mais là, j'ai vu qu'il avait un gros trou derrière la tête. Il était mort. Nous sommes arrivés à Dunkerque au milieu d'un déluge de feu. Il n'y avait que des flammes à perte de vue. C'était le chaos. Les vagues d'assaut allemandes se succèdent jour après jour. Dans la ville, sur le port et sur les plages, les soldats alliés essayent désespérément de rejoindre les bateaux qui les attendent. Et la plage était noire de monde, d'ici jusqu'à Brédune. Et alors là-bas, la mer était remplie de bateaux et les gars essayaient de s'embarquer. À la nuit tombée, nous avons reçu l'ordre d'avancer sur la jetée. C'était le noir complet, il n'y avait aucune lumière à part la raffinerie qui brûlait. On a vu que non loin de là, un bateau embarquait des passagers. On a décidé d'y aller à la nage. Mon copain a réussi à monter, mais le type du bateau a refusé que je monte. Mon copain l'a attrapé et lui a dit « Alors c'est toi qui descends et lui qui monte ». Sous un feu nourri, les embarcations recueillent autant de soldats que possible. Elles les conduisent ensuite jusqu'au bâtiment de la Royal Navy qui les attendent au large.
Un destroyer est tout de suite arrivé. On nous a dit de sauter à bord, ce que nous nous sommes empressés de faire. Quelques minutes plus tard, il était plein et il s'est mis en route. Que ce soit dans la soute ou sur le pont, tout le monde s'est endormi sur place. Moi, je me suis réveillé en arrivant à Douvres. « 10 juin 1940. L'opération Dynamo est terminée. Initialement, l'amiral Ramsay espérait sauver 10 000 hommes tout au plus. Mais avec l'aide de cette flottille improvisée, ce sont plus de 330 000 Britanniques et Alliés qui ont pu être rapatriés en Grande-Bretagne. On nous a mis dans un train et partout où l'on s'arrêtait, des gens venaient nous offrir du café, des cigarettes et toutes sortes de choses. Il y avait cette atmosphère d'euphorie assez peu fondée en fait. Cette idée que nous étions des héros qui venions de remporter une grande victoire. Pendant quelques semaines, le pays a connu un sentiment de délivrance. Les soldats avaient été rapatriés et c'était l'essentiel. Mais la vérité, c'est que nous venions de subir une défaite. Et tout le monde en avait conscience. D'une certaine manière, il s'agissait d'une victoire, puisque le corps expéditionnaire britannique aurait pu être décimé en France. Faire revenir les soldats était donc déjà un succès en soi. Sauf qu'évidemment, le plan initial était de battre les Allemands, pas de fuir vers la Grande-Bretagne. Mais Churchill n'avait pas le choix. Dans des temps aussi difficiles, il devait présenter cette défaite comme une victoire. The story of that epic withdrawal will live in history, both as a glorious example of discipline and as a monument to sea power. And the Royal Navy once again achieved the miraculous and crowned the Army's gallant feat of endurance. Je pense que les Français ont eu le sentiment que les Anglais avaient surtout pensé à sauver leur peau et les avaient abandonnés. Une fois de plus, la perfide Albion montrait son vrai visage et décampait au moment où les Français avaient le plus besoin de son aide et de son soutien. Pour les nazis, Dunkerque est une grande victoire. En rendant à l'Allemagne sa fierté perdue, Hitler semble avoir tenu sa promesse. Tout le monde était ravi. Le nord de la France était tombé, le corps expéditionnaire britannique avait dû battre en retraite, vaincu. Personne ne s'attendait à ça. En l'absence de presse libre, les gens ne se rendaient pas compte que l'armée allemande avait laissé fuir plus de 300 000 soldats alliés. Une opportunité qui ne se présenterait plus jamais. On peut dire que la seule grande défaite qu'aient subie les Allemands sur le front occidental pendant toute la Seconde Guerre mondiale a été leur incapacité à détruire le corps expéditionnaire britannique, ce qui a permis aux Anglais et à leurs alliés de continuer la lutte après 1940. Mais maintenant que le BIF n'est plus là, l'Allemagne nazie peut espérer une victoire complète sur la France. Désormais, le nouvel objectif du Führer est Paris. Juin 1940. L'offensive allemande à l'ouest est un succès complet. Le Luxembourg, la Belgique et la Hollande ont déjà capitulé. Ce qui reste du corps expéditionnaire britannique a dû être évacué. La seconde étape du plan allemand, s'emparer de la France tout entière, peut démarrer. En accord avec le Fallrot, le plan rouge, la Wehrmacht met le cap à l'ouest, vers Paris. Dans la théorie militaire allemande classique, il faut s'emparer du souverain ennemi, de sa capitale et de son armée. Ce sont les trois clés de la victoire.
Compte tenu de leur expérience, les Allemands considèrent donc qu'ils doivent prendre Paris. À ce stade, les Parisiens sont relativement calmes. Ce qu'ils ont vu jusque-là n'est pas très différent de la dernière guerre. Et c'est un certain sentiment de normalité qui règne dans la capitale. Jusqu'à ce qu'elle soit bombardée le 3 juin et que ses habitants commencent à songer à fuir. The first air raid of this war on Paris was made by well over 200 Nazi bombers and resulted in the death of more than 250 people, the majority of them civilians, 10 of them schoolchildren. Many hundreds were injured. Wherever the high explosive bombs fell, great destruction was caused like this. La plupart des gens ne savent pas vraiment où aller. Ils veulent juste s'enfuir. Mais ils ont du mal à trouver de la nourriture ou de l'essence. Souvent, ils ne vont pas bien loin. Des centaines de milliers de Français sont ainsi jetés sur les routes de l'exil. Pour éviter sa destruction complète, Paris est démilitarisé et déclaré ville ouverte à la merci des forces d'occupation. Le gouvernement français lui aussi prend la fuite. Pendant ce temps-là, à l'est, la Wehrmacht continue d'avancer. Submergée, l'armée française est complètement dépassée. Le 10 juin, les Allemands effectuent une percée à Abbeville. Les positions françaises commencent alors à s'effondrer. Au bout de quelques jours, la ligne Maginot est encerclée. Finalement, le 10 juin, les troupes allemandes pénètrent dans Paris. Derrière leur rideau, les gens regardent les tanks et ces soldats à l'allure impeccable qui marchent au pas le long des rues parisiennes dans leurs uniformes brillants. Notre entrée à Paris était le 14 juin 1940 à la porte Saint-Ouen. Nous avons suivi les boulevards extérieurs et l'avenue Agram jusqu'à l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas eu beaucoup de population dans les rues. Il y a eu quelques gens qui ont pris signes amicaux, d'autres encore tournaient le dos et la plupart des Parisiens se trouvèrent derrière les rideaux de leurs fenêtres. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs. Der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Les Allemands défilant autour de l'Arc de Triomphe, c'était un symbole de victoire très fort. Avec la chute de Paris, la guerre était terminée. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. « 16 juin 1940. Refusant de signer un armistice avec les Allemands, le Premier ministre Paul Reynaud donne sa démission. Les Français étaient sous le choc. Ils n'auraient jamais imaginé que leur pays subisse une défaite aussi humiliante, que leur vie serait à ce point chamboulée. C'est dans cette atmosphère de confusion et de traumatisme que fait irruption la figure rassurante et hautement respectée du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale et homme d'un immense prestige, cherche une manière honorable pour la France de survivre en tant qu'État et pour les Français en tant que peuple. Il rassure les Français. Il leur assure qu'il faut rendre les armes. Il leur dit, aussi douloureux que ça puisse être pour moi, il faut cesser le combat et demander l'armistice. 22 juin 1940.
5 jours seulement après la capitulation officielle de l'armée française, Pétain rencontre Hitler à Compiègne pour signer l'armistice. The French government has capitulated. 22 years ago, a great marshal of France received the surrender of the German armies. Now his former colleague, another marshal, breaking his country's solemn obligation to its allies, signs abject terms of surrender for France. L'armistice est signé à l'endroit précis de la capitulation allemande de 1918. Et Hitler ne se prive pas d'aggraver l'humiliation en exigeant que la signature ait lieu dans le même wagon. Ce wagon était un symbole très fort pour les Allemands, car c'est là que leur honneur était mort. En faisant en sorte que la France reconnaisse sa défaite dans le même wagon, Hitler rendait symboliquement à l'Allemagne son honneur perdu. Parce qu'il l'a fait de manière très perverse. C'était aussi un moyen de remuer le couteau dans la plaie pour la France. Les Allemands occupent désormais la moitié nord de la France. Quant à la zone sud, c'est un État fantoche, gouverné depuis Vichy. Les prisonniers, eux, passeront le reste de la guerre dans des camps allemands. Les Français étaient dévastés, ça ne fait aucun doute. Ils étaient accablés. C'était un pays brisé, comme peu l'ont été. Partout où vous alliez, ce jour-là et les jours suivants, ce n'était que visage en larmes. Tout le monde était affligé. Été 1940. L'Europe continentale est désormais à la botte des nazis. Seule la Grande-Bretagne résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le 4 juin, dans son célèbre discours à la Chambre des communes, Winston Churchill trouve des mots inoubliables pour exprimer la ferme résolution de son pays face à Hitler. Le texte sera enregistré plus tard pour la postérité. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. La Grande-Bretagne est la prochaine cible d'Hitler. Une trentaine de kilomètres de mer, voici tout ce qui sépare les îles britanniques d'une Wehrmacht volant de succès en succès. Le vrombissement des moteurs de la Luftwaffe s'entend depuis les falaises blanches de Douvres. La bataille d'Angleterre va bientôt commencer.